quelconque instance étrangère, mais la raison pour laquelle cette unité de l'universalité de l'activité n'est pas pour cette conscience observante, c'est que cette unité est essentiellement le mouvement interne de l'organique et qu'elle ne peut être appréhendée que comme concept, tandis que l'observation cherche les moments dans la forme de l'être et du demeurer, et comme le tout organique est essentiellement ce fait de ne pas avoir chez lui et de ne pas laisser trouver chez lui les moments, la conscience, dans sa vue des choses, transforme l'opposé en un opposé qui lui soit adéquat. L'essence organique, de cette manière, naît pour cette conscience observante comme une relation de deux moments fermement établis qui ont chacun leur être, opposition dont les deux côtés lui paraissent ainsi, d'une part, donnée dans l'observation, et d'autre part, exprimée par leur contenu l'opposition du concept finalitaire organique et de l'effectivité, mais comme le concept en tant que tel y est détruit, c'est de manière obscure et superficielle, où la pensée est tombée au niveau de la représentation. Nous voyons ainsi le premier signifié à peu près sous la notion d'intérieur, et la seconde sous celle d'extérieur, leur relation engendrant la loi qui veut que l'extérieur soit l'expression de l'intérieur, à considérer de plus près cet intérieur avec son opposé, ainsi que leur relation réciproque. Il ressort, en premier lieu, que les deux côtés de la loi n'ont plus le même sens que dans les lois antérieures, où ils apparaissaient comme des choses autonomes, chaque côté constituant un corps particulier, ni non plus, deuxièmement, un sens où l'universel serait censé avoir son existence n'importe où ailleurs que dans ce qui est, mais l'essence organique est posée tout simplement, sans être divisée, comme point de départ, comme fondement et comme contenu de l'intérieur et de l'extérieur, comme étant la même chose pour l'un et l'autre, ce qui fait que l'opposition n'est encore qu'une opposition purement formelle, dont les côtés réels ont le même en soi pour essence, mais qui, en même temps, dès lors que l'intérieur et extérieur sont également une réalité opposée et un être distinct pour l'observation, lui semble chacun avoir un contenu caractéristique, mais ce contenu caractéristique, comme il est la même substance ou la même unité organique, ne peut être en fait qu'une forme différente de celle-ci, et c'est ce que suggère la conscience observante quand elle dit que l'extérieur n'est que l'expression de l'intérieur. Nous avons vu chez le concept finalitaire ces mêmes déterminations du rapport, savoir l'autonomie indifférente des instances distinctes et en celle-ci leur unité, en laquelle elles disparaissent. Il faut voir maintenant quelle figure l'intérieur et l'extérieur ont dans leur être. L'intérieur en tant que tel doit, tout aussi bien que l'extérieur en tant que tel, avoir un être extérieur et une figure, car il est objet, ou encore, il est lui-même posé comme étant et comme présent pour l'observation. La substance organique, en tant que substance intérieure, c'est l'âme simple, le pur concept finalitaire, ou encore l'universel qui, dans sa division, demeure tout aussi bien fluidité universelle, et apparaît donc dans son être comme l'activité ou le mouvement de l'effectivité disparaissant, tandis qu'à l'inverse, l'extérieur, en opposition à cet intérieur qui est, consiste en l'être au repos de l'organique. La loi, comme relation de cet intérieur à cet extérieur, exprime ainsi son contenu, d'abord dans la présentation de moments universels ou d'essentialités simples, ensuite dans la présentation de l'essentialité réalisée effectivement, c'est-à-dire de la figure, ses premières propriétés organiques simples, pour les nommer ainsi,
sont la sensibilité, l'irritabilité et la reproduction. Ces propriétés, du moins les deux premières d'entre elles, semblent certes ne pas se référer à l'organisme en général, mais seulement à l'organisme animal. L'organisme végétal, du reste, exprime en fait uniquement le concept simple de l'organisme, qui ne développe pas ces moments, en sorte que, considérant ceux-ci dans la mesure où ils sont censés être pour l'observation, nous devons nous en tenir à celui qui expose leur existence développée. En ce qui concerne maintenant ces propriétés elles-mêmes, elles résultent immédiatement du concept de fin propre. La sensibilité exprime en effet tout simplement le concept simple de la réflexion organique en soi-même, ou encore la fluidité universelle de celui-ci, tandis que l'irritabilité exprime l'élasticité organique qui permet, au sein de la réflexion, de se comporter en même temps de manière réagissante, ainsi que l'effectivation opposée au premier paisible être en soi-même, dans laquelle cet être pour soi abstrait est un être pour autre chose. Quant à la reproduction, elle est l'action de cet organisme tout entier réfléchi en soi-même. Son activité en tant qu'il est fin en soi ou en tant que genre, où donc l'individu se détache de lui-même, répète par génération soit ses parties organiques, soit l'individu tout entier, prise au sens de conservation de soi tout court, la reproduction exprime le concept formel de l'organique, ou encore la sensibilité, mais elle est à proprement parler le concept organique réel, ou le tout qui rentre en soi-même, soit en tant qu'individu, par la production des parties singulières de lui-même, soit en tant que genre, par la production d'individus. L'autre signification de ces éléments organiques, je veux dire, en tant qu'ils sont l'extérieur, est leur modalité configurée, celle selon laquelle ils sont présents comme partie effective, mais aussi en même temps comme partie universelle ou comme système organique. La sensibilité, par exemple, comme système nerveux, l'irritabilité comme système musculaire, la reproduction comme entraille de la conservation de l'individu et du genre,